personnel de renfort peut aussi entrer en relation avec des artistes via un système de travail indépendant où des équipes se constituent pour des projets précis et selon les besoins du moment. Les artistes utilisent les moyens dont ils disposent, financiers ou autres, pour s'assurer la participation de certaines personnes, comme ils le font pour se procurer du matériel. Dans ce système de collaboration, la participation du personnel de renfort ne dépasse pas la durée du contrat. Ces membres peuvent regretter de n'avoir pas assez de temps à consacrer à un projet qui les intéresse particulièrement, mais la logique économique du travail indépendant les entraîne dans une course en avant. Liliane Ross explique comment John Huston, après avoir terminé la réalisation de La Charge victorieuse, dut enchaîner aussitôt sur African Queen. Or, il restait beaucoup à faire sur le premier film. La direction de la MGM estima que cette œuvre serait vouée à l'échec, à moins de subir un remaniement complet. Elle fut donc sérieusement retouchée, malgré toutes les protestations du producteur Gottfried Reinhardt, qui essayait de préserver l'esprit de l'œuvre de Huston. Tel qu'il est, il la comprenait. Il dut s'avouer vaincu lorsque le nouveau vice-président de la MGM, Dor Cherry, qui venait de remplacer Louis Meyer, à la suite de manœuvres qui surprirent et indignèrent le monde du cinéma, prit en main le remaniement du film. Le président Nicolas Schenck l'ayant encouragé à s'occuper personnellement de cette œuvre que d'autres dans la maison jugeaient affreusement maniérée. Huston, sur qui devait retomber en fin de compte toute la responsabilité artistique du film, était en Afrique et ignorait la polémique qui s'était engagée sur son film. Lorsqu'il apprit enfin ce qui s'était passé, il se contenta d'envoyer un télégramme à Reinhardt. « Cher Gottfried, stop, viens de recevoir ta lettre, stop, sais que tu t'es bien battu, stop, espère que tu n'es pas trop te fait amocher à cause de moi, stop. Malgré tout, Huston s'en tira assez bien, les critiques, sinon le public, saluèrent les qualités artistiques de son film. Ses adversaires ne s'étaient pourtant pas trompés, car il ne rapporta pas d'argent. » Pour en revenir à la façon dont les décisions peuvent être motivées par des considérations étrangères au projet lui-même, arrêtons-nous un instant sur les raisons invoquées par Schenck pour autoriser Cherry à reprendre complètement La Charge victorieuse. Comme il voulait confier le poste de Meyer à Cherry, il cherchait à donner une satisfaction professionnelle à ce dernier tout en lui faisant bien comprendre en quoi consistait sa nouvelle fonction au sein de la compagnie. Dor est jeune. Il n'y a pas longtemps qu'il fait ce travail. J'ai eu l'impression qu'il allait se sentir brimé si je ne l'encourageais pas. C'était facile pour moi de lui dire non. Mais j'ai dit oui. J'ai pensé que ça irait au bénéfice de l'expérience. Tout s'achète, mais pas l'expérience. Sinon, comment est-ce que j'aurais pu former Dor ? Je l'ai soutenu, je l'ai laissé faire le film. Je savais que le meilleur service à lui rendre, c'était de le laisser se tromper. Il ne recommencera pas. Un jeune homme qui ne se trompe pas n'apprend jamais rien. Je crois qu'on ne l'y reprendra pas à faire un film de cette façon. Ross, 1969. Le chef d'une organisation stable peut avoir ce genre de motivation, faire entrer dans le rang un subordonné doué, mais légèrement indiscipliné, afin qu'il ne soit plus tenté d'oublier les intérêts de son entreprise pour l'amour de l'art. Bien sûr, les motivations d'un supérieur ne sont pas forcément aussi mercantiles. Dans un autre contexte, il enseignerait peut-être à quelqu'un à faire passer les exigences de l'art avant les considérations commerciales. Dans un système de travail indépendant, les gens sont engagés sur leur réputation, comme des compositeurs d'Hollywood l'ont déclaré à Robert Faulkner, 1982. On ne vaut ni plus ni moins que son dernier film. Les travailleurs indépendants n'ont aucune protection contre les conséquences d'un ratage, et cependant, certains réussissent à travailler régulièrement et passent d'un projet à l'autre sans connaître l'oisiveté. Cela tient en partie à ce qu'ils sont capables d'accomplir correctement le travail demandé par l'artiste. Dans le monde du cinéma, un compositeur doit être capable de fournir une musique qui réponde aux attentes du metteur en scène, c'est-à-dire qui crée le climat voulu sans entraîner une dépense exagérée ou une perte de temps. Mais on n'oublie pas n'importe quel technicien, mais ne l'oublions pas, n'importe quel technicien compétent peut en principe exécuter les tâches de renfort, alors que seules quelques personnes douées de talents particuliers sont censées pouvoir exercer les activités cardinales de l'art.
Les membres du personnel de renfort ne sont pas irremplaçables, ils sont interchangeables. Par conséquent, les artistes qui ont besoin de quelqu'un pour un projet donné peuvent choisir entre plusieurs travailleurs compétents dans l'offre de ressources humaines. Tous ces travailleurs ont le profil adéquat. S'il faut assurément des compétences pour réussir dans un système de travail indépendant, cela ne suffit pas. Les travailleurs indépendants doivent aussi tisser un réseau de relations afin qu'un grand nombre d'employeurs potentiels connaissent leurs capacités, et leur numéro de téléphone pour les appeler le cas échéant. La réputation facilite les choses. Si une personne a donné toute satisfaction dans un travail, d'autres prendront le risque de l'employer et aussi de la recommander à des tiers. Des compositeurs de Hollywood, qui sont très demandés, recommandent systématiquement des confrères moins connus, en qui ils ont toute confiance. Un réseau de relations, c'est un certain nombre de personnes qui vous connaissent suffisamment pour remettre entre vos mains le sort d'une partie de leur projet. L'élément primordial de ce réseau, c'est la confiance. Quand je suis entré dans la vie active en jouant du piano les week-ends à Chicago, dans les années 40, un musicien plus âgé qui s'apprêtait à me recommander m'interrogea sur mes aptitudes. « Tu es sûr que tu pourras? Parce que si tu peux pas, j'aurai l'air fin. Et pas que moi, note bien, on sera 3 ou 4 à avoir l'air fin. » Il me recommandait à quelqu'un qui devait me recommander à son tour à une autre personne, en faisant intervenir plusieurs maillons d'une chaîne. Becker, 1985. En s'appuyant simultanément sur la confiance et sur les recommandations, les travailleurs indépendants élaborent des réseaux stables qui leur assurent plus ou moins constamment du travail. Faulkner, 1982, a démontré la stabilité de ce système pour une élite. Moins de 10% des compositeurs de Hollywood écrivent 46% des partitions pour les films qui utilisent une musique originale. Moins de 8% des metteurs en scène réalisent 36% de ces films. Et les réalisateurs et compositeurs les plus en vue collaborent à 30% des films, tous genres confondus. A l'inverse, un très grand nombre de réalisateurs et de compositeurs n'auront jamais qu'un seul film à leur actif. Un des compositeurs les plus cotés expliquait: le tout, c'est de faire tourner la machine en continu, d'avoir toujours un autre travail plus intéressant. Plus souvent on est sur des coups, plus les gens nous connaissent et, espérons-le, savent ce qu'on peut faire pour leur film. Les membres du personnel de renfort prouvent qu'ils sont dignes de confiance en donnant satisfaction aux artistes employeurs qui les font collaborer à un projet. C'est difficile quand l'employeur n'utilise pas un langage technique assez précis pour indiquer ce qu'il attend du technicien. Il saura dire si le résultat ne lui convient pas, mais il ne peut donner aucune consigne explicite. Faulkner, 1982, évoque les obstacles que rencontrent les compositeurs quand ils travaillent pour des réalisateurs qui n'y connaissent rien en musique et estiment qu'un bon compositeur doit comprendre à demi-mot ce que souhaitent les cinéastes. Il cite les témoignages de certains compositeurs. On peut rencontrer des réalisateurs qui vous assènent d'entrée de jeu: faites-moi quelque chose de carrément moderne. On essaie de comprendre ce qu'ils veulent dire, et puis on s'aperçoit que pour ces gens-là, Tchaïkovski est moderne. C'est toujours le même topo. Vous savez, c'est comme ce réalisateur qui dit: il me faut du nouveau, du neuf, quelque chose de différent. Oui, ça doit être différent, comme Béla Bartók. En bonne logique, plus les tâches de renfort semblent indispensables à la réussite du projet, moins les gens qui les accomplissent devraient paraître interchangeables. Il leur arrive pourtant d'être traités comme tels. Les producteurs abandonnent rarement un projet quand ils ne peuvent obtenir le compositeur de leur choix, alors qu'ils le font souvent quand ils ne peuvent engager des acteurs ou le metteur en scène pressenti. Mais ils font plus d'efforts pour trouver un remplaçant au compositeur que si le comptable ou le second électricien à qui il avait pensé n'est pas disponible, pour prendre deux des rubriques les plus insolites que des génériques des films américains. Les différents acteurs des systèmes de travail indépendants, c'est-à-dire les artistes et autres responsables de l'embauche et le personnel de renfort, peuvent aussi avoir des motivations relativement étrangères à la production de l'œuvre proprement dite. Pauline Kael cite l'exemple éloquent du directeur de production qui avait négocié le contrat d'adaptation à l'écran du roman Mary McCarthy, le groupe. Son enthousiasme n'avait pas grand rapport avec les qualités littéraires ou les aspects spectaculaires de l'œuvre de Mademoiselle McCarthy. Mais
tenait à la faiblesse, à la fabuleuse possibilité de prendre sous contrat un groupe de ravissantes inconnues, pas chères. Les principaux personnages étaient 8 étudiantes, d'en faire des vedettes et de les avoir ensuite sous la main pour ces productions ou quelques transactions juteuses. Dans un patrimoine comportant 8 jeunes filles, il se trouverait certainement de nouvelles Capucines et Ursula Andress. Avec une écurie de jeunes beautés sous contrat, un producteur négociateur de cinéma moderne pouvait être plus riche que les plus grands proxénètes de l'histoire. Il y a même des metteurs en scène à Hollywood qui gagnent plus d'argent en conservant la propriété de certaines des vedettes qu'ils ont lancées qu'en réalisant des films. KL 1968. Qui veut s'assurer la collaboration du personnel de renfort doit retenir son attention et susciter son intérêt. Dans les deux systèmes d'embauche au sein d'organismes ou de travail indépendant, ce n'est pas la même espèce d'attention qui est en jeu. Les salariés d'un organisme peuvent, si leur employeur le juge utile, accorder une partie d'eux, ou même toute leur attention à une œuvre aussi longtemps que nécessaire. Ils travaillent couramment sur plusieurs projets à la fois. Les travailleurs indépendants ont plutôt l'habitude de donner des coups de collier successifs. Ils accordent toutes leurs attentions en bloc à un projet qu'ils oublient ensuite, pour le meilleur ou pour le pire. Brecht pouvait faire répéter le Berliner ensemble pendant des mois d'affilée, mais comme le montre l'exemple de John Huston et la charge victorieuse, les producteurs de Hollywood ne peuvent retenir l'attention des gens que pendant la courte période où ces derniers sont effectivement payés. Comme les budgets sont toujours calculés au plus juste, on rétribue rarement les activités qui ne sont pas directement liées au projet en cours. Pauline Kael a tâché de découvrir pourquoi des films atteignent un degré de médiocrité qu'aucune considération strictement commerciale ne peut justifier seule. Son enquête sur la réalisation du film Le Groupe laisse entrevoir deux sortes d'explications. Ainsi, elle a remarqué avec un certain effroi qu'aucune des personnes en présence ne possédait la moindre information sur Mary McCarthy, sa vie ou son œuvre, et ne pouvait donc tenir compte de ces éléments dans la réalisation du film. Le fonctionnement du système de travail indépendant permet de comprendre cette carence. Les cinéastes ne peuvent avoir une connaissance approfondie de tous les écrivains et de tous les sujets qu'ils portent à l'écran au cours de leur carrière. Ils ont à peine le temps de régler les questions les plus urgentes quand ils sont sur un projet. Et quand bien même ils en auraient le loisir, personne ne leur saurait gré de se doter d'une culture générale comparable à celle de Pauline Kael, que Pauline Kael a acquise dans l'exercice normal de sa profession. Ils se préparent à faire leur métier en apprenant à réaliser des films. Elle se prépare à faire le sien en lisant les œuvres de Mary McCarthy. Le travail indépendant enseigne à consacrer toute son attention à ce qui est en chantier à l'instant présent. Pauline Kael releva une erreur sur la bande son du film. Une des jeunes filles devait dire que tous les membres de son groupe avaient voté pour Roosevelt, sauf une personne qui s'était abstenue. Or, elle dit que tous ceux de sa classe avaient voté pour Roosevelt, dénaturant ainsi le sens de cette phrase, et aussi une idée importante développée par l'auteur. Quand Pauline Kael entendit cette réplique sur le plateau, elle signala l'erreur au producteur et au metteur en scène en leur suggérant de la rectifier pendant les enregistrements. Puis, constatant qu'il n'avait rien fait, elle insista. Chacun m'a certifié que j'avais sans doute mal entendu. Ni l'un ni l'autre n'a pris la peine de vérifier, car lors de la projection pour la presse, j'ai encore entendu la même chose. À ce moment-là, Lumet, le réalisateur, était à Londres, sur le tournage de notre film, et Bushman, le producteur, était parti sur la Côte d'Azur. Pensant trouver quelqu'un qui ne resterait pas indifférent à cette gaffe, je suis allé voir plusieurs membres de l'équipe. Après m'être entendu dire par 3 fois que si les deux Sidney, Lumet et Bushman, avaient fait prononcer le mot « classe » par Helena, c'était parce qu'il le voulait bien. J'ai fini par mettre la main sur le chef monteur, Ralph Rosenblum. Il a tout de suite compris que c'était une erreur, mais il avait d'autres chats à fouetter. En l'absence des deux Sidney, il se trouvait seul pour contester les coupes demandées par le National Catholic Office for Motion Picture, KL 1968. C'est toujours le même principe, mais en sens inverse. Comme personne ne demandait aux travailleurs indépendants de faire attention à ce détail, il avait négligé. Et si les artistes n'ont pas d'argent, même dans une économie monétaire, on peut vivre sans argent, malgré toutes les contraintes que cela suppose. La petite troupe de théâtre, sans le sou qu'Eleanor
Lyon 1974 a observé, pratiquaient intensivement le troc, tant pour les ressources humaines que pour les ressources matérielles. Une forme de troc consistait à donner aux gens la qualité de membres de la troupe, en leur accordant un droit de regard sur ce qui se faisait et une part au succès éventuel. Chose plus importante peut-être, les acteurs attendaient du western theater des occasions de jouer. Et, conséquence plus ennuyeuse, de nombreuses personnes s'offraient à effectuer les travaux techniques et autres tâches peu attrayantes dans le seul espoir d'avoir ensuite une occasion de monter sur les planches. D'où des dettes de reconnaissance telles que le metteur en scène se sentait parfois tenu de répondre à cette attente tacite. Malheureusement, quelques piètres comédiens avaient décroché aussi des petits rôles et la troupe se voyait dans la pénible obligation de dissuader ses participants de briguer un autre rôle à l'avenir. Le choix des pièces que la troupe pouvait présenter était limité par le mode de recrutement des acteurs fondé sur le bénévolat. Comme il n'y avait que 3 comédiennes expérimentées dans la troupe, il fallait écarter toutes les pièces qui comportaient trop de rôles féminins, un peu compliqués. Elles ne pouvaient pas non plus présenter des pièces à trop petite distribution, comme l'explique un des comédiens. Ça vous plairait d'être actrice dans une troupe où il n'y a rien à faire pendant 2 mois? Personne n'aime ça. Il nous faut donc trouver des pièces où chacun ait quelque chose à faire. Comme nous l'avons vu, beaucoup de membres du personnel de renfort ont eu naguère ou ont toujours le sentiment d'exercer une activité véritablement artistique. Il serait exagéré de dire que dans un monde de l'art, on est toujours le personnel de renfort de quelqu'un d'autre, et il serait faux de prétendre que tous les participants se prennent pour des artistes. Mais ces affirmations sans nuance nous font toucher du doigt un point important. Dans un monde de l'art, toute fonction peut être tenue pour artistique, et tout ce que fait un artiste, même le plus incontesté, peut devenir une activité de renfort pour quelqu'un d'autre. En outre, il y a beaucoup de domaines de l'art où l'on ne sait pas très bien qui est l'artiste et qui fait partie du personnel de renfort. Quand Robert Rauschenberg a gommé un dessin de Willem de Kooning, ou quand Marcel Duchamp a mis une moustache à Joconde, les auteurs des œuvres originales n'étaient-ils que du personnel de renfort? Dans la négative, qu'est-ce qu'ils en distinguaient? Que dire enfin des personnes dont l'œuvre entre sous forme de reproduction dans la composition des collages de quelqu'un d'autre? John Cage a dit que la musique est l'estimation morale du son. Nous pourrions généraliser cette idée. Quand nous parlons d'art, nous procédons à une estimation morale de la valeur relative des diverses contributions à une œuvre. On ne saurait s'étonner qu'un certain nombre des participants se singularisent en attachant à leur contribution personnelle une plus grande valeur qu'à celle de l'artiste en titre. Le point de vue du chef monteur d'un film, exposé par Rosenblum et Karen, 1980. Quand on n'est pas en cause, on peut avoir du mal à accepter l'idée que l'ingérence de certains des participants dans la production d'une œuvre d'art amoindrisse automatiquement la valeur artistique de celle-ci. Peut-être l'œuvre en question avait-elle justement besoin de ce type d'intervention. Nous avons vu que les critiques avaient apprécié la charge victorieuse, malgré l'ingérence brutale de certaines personnes dans le travail du metteur en scène. De même, les compositeurs interrogés par Faulkner déploraient la façon dont les cinéastes et les producteurs défiguraient leur musique et leurs idées. Mais la musique n'est pas l'aspect essentiel d'un film. Elle doit rester subordonnée aux images, du moins dans les films de fiction, y compris dans les plus résolument novateurs. Récapitulons. Les artistes utilisent des ressources matérielles et humaines. Ils les choisissent dans l'offre de ressources qui correspond au monde de l'art dont ils sont partie prenante. La nature et le contenu de cette offre varient selon les mondes de l'art. Les structures économiques propres à une société décident dans une large mesure de ce que les artistes pourront utiliser pour leur travail et les personnes qui pourront inciter à travailler avec eux. Le degré de concentration monopolistique dans la production de certains biens, la rentabilité des marchés étroitement ciblés et les besoins des artistes en matériel spécialement conçu et fabriqué pour eux, toutes ces données influent sur les ressources disponibles et par conséquent sur ce que les artistes peuvent faire. De même, les organismes employant du personnel de renfort donnent naissance à des préoccupations corporatistes et à des ambitions professionnelles qui peuvent contrarier les desseins des artistes. Les artistes font entrer dans leurs prévisions les caractéristiques et les conditions d'obtention des biens et personnels disponibles
et ces considérations interviennent dans la mise à exécution du projet. Les ressources disponibles permettent certaines choses qu'elles rendent plus ou moins faciles. La structure de l'offre reflète toujours le fonctionnement de certains types d'organisations sociales et devient l'une des composantes du système de contraintes et de possibilités qui gouverne la production artistique.